Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, je commencerai mon propos en exprimant un regret. La mission économie se voit appliquer, dans le cadre de l'effort des finances publiques engagé par l'État dans ce projet de loi de finances, une logique de rabot budgétaire au détriment de plusieurs dispositifs dont l'intérêt a pourtant été largement démontré. Les crédits de la mission diminuent d'environ 583 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit 13,8%, et d'environ 408 millions d'euros en crédits de paiement, soit près de 9,5%. Je commencerai par aborder rapidement les moyens des administrations et des opérateurs qui sont globalement en baisse dans ce PLF. Les dépenses de personnel sont relativement stables puisqu'elles augmentent d'à peine 0,5%, mais le plafond d'emploi de l'État diminue de 27 ETPT. Pour les opérateurs, l'effort demandé est encore plus conséquent puisque le nombre d'emplois sous plafond diminue de 101 EPTP. Concernant la DG Trésor, leurs effectifs diminuent de 6 EPTP. Toutefois, nous nous félicitons de la préservation des emplois consacrés au réseau économique à l'étranger. J'en viens maintenant aux moyens de la DGCCRF. Ma collègue Frédérique Espagnac et moi-même avions recommandé dans notre rapport de contrôle de septembre 2022 de mettre fin à la dynamique de suppression de postes qui avait été trop marquée depuis 2017. Après 2 années de hausse des effectifs conformes à nos recommandations, l'année 2025 marque un retour en arrière puisque 3 EPTP sont supprimés alors même que la DGCCRF voit son champ d'action se diversifier. Les opérateurs de la mission prennent également largement leur part dans le redressement de nos finances publiques. Nous avons mis l'accent dans nos travaux sur le cas d'Atout France, dont la baisse conséquente des crédits et des emplois semble traduire l'amorçage d'une fusion avec Business France, annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Je laisserai ma collègue Frédérique Espagnac revenir plus en détail sur ce point. Je poursuis concernant cette fois-ci les principales évolutions des instruments budgétaires en faveur des entreprises portées par la mission. La première évolution concerne la compensation dite carbone. Elle est octroyée aux sites électro-intensifs exposés au risque de fuite de carbone pour compenser les coûts pour elles liés au système européen des quotas d'émissions, à savoir les quotas carbone. Sont notamment concernés les secteurs de la sidérurgie, du papier ou encore de la chimie. Depuis plusieurs années, la hausse du prix du carbone conduit à une hausse mécanique du coût de la compensation. En 2025, elle atteint plus d'1 milliard d'euros, en baisse de 23 millions d'euros par rapport à la LFI 2024. La deuxième évolution concerne BPI-France. Nous nous félicitions l'an dernier de la création sur le programme 134 d'une ligne budgétaire dédiée au financement des actions d'accompagnement des entreprises de BPI-France. Mais celle-ci est purement et simplement supprimée dans le PLF 2025, ce qui nous semble constituer un retour en arrière du point de vue du contrôle du Parlement sur les financements de BPI-France. La troisième évolution qui a retenu notre attention concerne la création dans ce PLF d'une nouvelle enveloppe consacrée à la décarbonation de l'industrie. Cette enveloppe était dotée de 50 millions d'euros en AE dans le texte initial, mais le gouvernement nous présentera tout à l'heure un amendement visant à majorer ces crédits d'1,5 milliard d'euros. Madame la ministre, je m'adresse à vous. Si nous souscrivons à l'objectif de décarbonation de notre économie porté par cet amendement, nous déplorons la méthode retenue par le gouvernement, qui nuit considérablement à la lisibilité de nos débats. Au regard de l'ampleur des montants annoncés, il aurait été préférable que le gouvernement fasse l'effort d'inscrire ces crédits dans le texte initial. J'en viens maintenant à un sujet qui a particulièrement retenu notre attention lors de nos travaux. Je fais ici référence au désengagement de l'État du financement des pôles de compétitivité. En effet, l'enveloppe de 9 millions d'euros consacrée à ces pôles a elle aussi été supprimée dans ce PLF. Les pôles de compétitivité ont pourtant fait la démonstration de leur intérêt pour le développement du tissu économique local et l'investissement privé dans la recherche et développement. Ce choix nous semble d'autant plus surprenant dans un contexte où le gouvernement affirme vouloir engager notre pays dans la voie de la réindustrialisation. Nous vous présenterons tout à l'heure un amendement partagé par l'ensemble des bancs de cette assemblée visant à rétablir cette ligne budgétaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. En complément de l'intervention de mon collègue Thierry Cozic, j'aborderai pour ma part 3 sujets. Tout d'abord, l'état du déploiement de la fibre optique. Ensuite, les compensations des missions de service public au groupe La Poste. Enfin, je m'attarderai sur la fusion Atout France et Business France annoncée par le gouvernement sur laquelle nous sommes très réservés. Je commence par aborder le sujet du plan France Très Haut Débit. Ce plan porte l'objectif d'un déploiement complet de la fibre optique à l'horizon 2025. Il est financé en particulier par le programme 343, dont l'objet est de subventionner les réseaux d'initiative publique, les RIP, dans les zones dans lesquelles le déploiement de la fibre n'est pas rentable pour les opérateurs. Ces RIP sont mis en œuvre
œuvre dans le cadre de projets portés et financés par les collectivités territoriales. Les crédits du programme 343, subventionnant les RIP, ont des effets positifs sur le déploiement dans les zones concernées. Toutefois, il y a en réalité de quoi s'inquiéter sur l'atteinte de l'objectif d'un déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire d'ici 2025 dans les zones RIP et ailleurs. À ce jour, seuls 87% des locaux recensés en France sont éligibles à la fibre optique, c'est-à-dire raccordables en fait. En outre, le taux de déploiement est très hétérogène sur le territoire. Surtout, les crédits consacrés au plan France Très Haut Débit ont fait l'objet de coupes budgétaires massives déjà au cours de l'année 2024. Qui sont amenés à se poursuivre en 2025. Le PLF prévoit en effet une nouvelle diminution importante des crédits consacrés au RIP, en baisse de plus de 52% par rapport à l'an dernier. Nous regrettons cette situation qui risque de se répercuter sur les collectivités locales qui devront, dans le cas où leur situation financière le permet, se substituer à l'État pour garantir le financement de ces projets. À défaut, cette situation se répercutera sur les opérateurs et leurs sous-traitants, fragilisant ainsi les tissus économiques locaux. La Commission prend acte de cette baisse de crédit justifiée par la situation dégradée de nos finances publiques. Toutefois, ce désengagement de l'État nous semble préoccupant et nuit à la crédibilité de la parole publique. Puisque, rappelons-le, le gouvernement s'était engagé à ce que la fibre soit déployée sur l'ensemble du territoire français à horizon 2025. Par ailleurs, nous vous présenterons tout à l'heure un amendement visant à sécuriser la concrétisation du plan France Très Haut Débit à Mayotte qui, faute de crédits suffisants, n'est à ce jour toujours pas garantie. Je poursuivrai ensuite en évoquant les compensations financées par la mission économie et reversées à la Poste au titre des différentes missions de service public. Je m'attarderai plus particulièrement sur le service universel postal et la mission d'aménagement du territoire de la Poste. La mission du service universel postal est compensée en 2025 à hauteur de 500 millions d'euros, soit un montant stable par rapport à l'année dernière. Cela fait maintenant 2 années que la part variable de 20 millions d'euros censée être accordée en fonction du taux des lettres vertes effectivement livrées à J+3 par la Poste n'est pas prévue dans le PLF. Pourtant, les résultats de la Poste concernant ces délais de livraison sont conformes aux objectifs fixés par l'État. Nous vous présenterons donc à l'heure un amendement pour garantir que la Poste puisse bénéficier de cette part variable. Enfin, des questions majeures demeurent en 2025 concernant la mission d'aménagement et le développement du territoire de la Poste. Cette mission essentielle consiste, comme vous le savez, à maintenir des points de contact dans l'ensemble du pays. Elle fait l'objet d'un financement par le biais du Fonds postal national de péréquation territoriale. Celui-ci est alimenté par 2 biais. D'un côté, des allègements de fiscalité locale, de l'autre, une dotation budgétaire. L'objectif est d'apporter par ces 2 biais une compensation globale de l'État de 174 millions d'euros. Dans un contexte de baisse de rendement des allègements de fiscalité locale, liés notamment à la baisse de la CVAE, la dotation avait été rehaussée en 2023 de 74 à 105 millions d'euros. Mais l'enjeu aujourd'hui tient dans le fait que la dotation est maintenue depuis 2023 à ce même niveau, alors que le rendement des abattements fiscaux a quant à lui diminué. Au total, 15 millions d'euros manqueront en 2025 pour atteindre le niveau de compensation cible de 174 millions d'euros. L'amendement que nous présenterons tout à l'heure vise à remédier à cette situation et nous nous félicitons que le gouvernement ait lui aussi pris cette initiative. Enfin, je souhaiterais attirer votre attention sur le projet de fusion entre Atout France et Business France, Madame la Ministre, annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale en octobre dernier. L'ambition du gouvernement est de réaliser des économies budgétaires, notamment par une mutualisation du réseau à l'international de ces 2 opérateurs. Or, les gains qui sont censés générer cette fusion sont aujourd'hui très loin d'être démontrés. Cette réforme a été visiblement annoncée sans avoir été sérieusement préparée et sans que les acteurs concernés aient été consultés. J'insiste sur le fait que les missions d'Atout France et de Business France ne se recoupent pas complètement, loin de là. Atout France dispose d'une compétence métier illustrée par son action de développement de l'offre touristique sur le territoire français. Une fusion précipitée de ces 2 opérateurs pourrait conduire à un affaiblissement de cette offre, avec des conséquences négatives en termes de retombées économiques pour le secteur du tourisme notamment. Par ailleurs, les suppressions d'effectifs au sein d'Atout France qui résulteraient de cette fusion pourraient impliquer des procédures de licenciement et reclassement coûteux, source de difficultés juridiques. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, nous sommes très sceptiques sur l'intérêt de cette réforme. Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, hors compensation carbone, les crédits de politique industrielle prévus au sein de la mission économie accusent une baisse d'environ 40% par rapport à l'an dernier. Cette réduction concerne tous les secteurs dans un contexte de réduction du déficit public. Alors que la Cour des comptes vient de dresser un bilan sévère des politiques publiques en faveur de l'industrie sur la dernière décennie, la Commission des affaires économiques souhaite avant tout la pleine efficacité des dispositifs d'aide à l'industrie.
Mais je me demande si certains coups de rabot faits sur la mission économie n'arrivent pas à contretemps. Alors que la liste des fermetures d'usines s'allonge, est-il opportun de supprimer la ligne d'accompagnement à la restructuration et à la résilience des PME, pourtant très peu coûteuse, et qui a permis, depuis sa création, de maintenir à flot plus d'1 millier d'entreprises? Et ce, au moment même d'ailleurs où le Premier ministre annonce la création d'une task force interministérielle pour accompagner les entreprises en difficulté. Dans une logique de bonne allocation des deniers publics, je m'interroge aussi sur la suppression des dispositifs d'accompagnement non financier des entreprises par Bpifrance, dont les études scientifiques montrent pourtant l'impact très positif, plus important à montant égal que les aides financières. Le deuxième point, qui est un marronnier de notre discussion budgétaire, c'est le risque de délaisser l'industrie que je pourrais qualifier de normale, celle qui n'est ni spécialement verte ni spécialement innovante, celle qui n'a pas les moyens de répondre aux appels à projets de France 2030, mais celle qui irrigue les territoires, qui crée de l'emploi et qui revitalise les bourgs ruraux. Ce budget supprime par exemple la part État du financement des pôles de compétitivité qui maillent l'ensemble de notre pays et bénéficient particulièrement à nos PME et les raccrochent le plus souvent à la recherche appliquée et à l'innovation. Je vous proposerai, au nom de la Commission des affaires économiques, son rétablissement, car nos politiques industrielles doivent marcher sur deux jambes, celle de l'innovation, de la transition verte, de la numérisation et celle des territoires. Enfin, le gouvernement a déposé un amendement visant à abonder la nouvelle ligne dédiée à la décarbonation de l'industrie à hauteur d'1,5 milliard d'euros. Nous nous félicitons de cette réorientation car c'est un enjeu majeur pour l'industrie de demain et c'est bien en milliards d'euros que se chiffreront les besoins pour les prochaines années. Les 50 millions d'euros prévus dans le texte initial faisaient à cet égard bien pâle figure. Nous souhaitons cependant des précisions sur les actions concernées, leur suivi, mais aussi sur les modalités de financement de cette enveloppe. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission des affaires économiques a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission économie, ce qui n'est pas, vous vous en doutez, la position du groupe socialiste, écologiste et républicain qui a voté contre ces crédits. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, deux facettes de l'aménagement numérique de notre territoire ont plus particulièrement retenu l'attention de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. D'un côté, les infrastructures avec le déploiement de la fibre optique et de l'autre, les usages avec l'inclusion numérique de nos concitoyens. S'agissant du déploiement de la fibre optique, et cela a été évoqué à plusieurs reprises, nous arrivons 11 ans après le lancement du plan France Très Haut Débit à la fin de ce marathon. Au premier semestre 2024, 89% des locaux sont éligibles à la fibre optique, ce qui place la France, et nous pouvons nous en féliciter, dans le peloton de tête des pays européens. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, ce n'est pas l'heure de ralentir, surtout que les raccordements restants seront les plus difficiles et les plus complexes à mettre en place. C'est pourtant la direction que prend malheureusement le gouvernement dans ce projet de loi de finances pour 2025. Dans ce contexte budgétaire que nous connaissons les uns et les autres, ce texte divise par deux le budget alloué au plan, qui passe de 480 millions d'euros à 200 millions d'euros. Je déplore ce désengagement de l'État qui oblige les collectivités territoriales à augmenter leur participation dans le déploiement des réseaux de fibre optique, alors qu'elles sont déjà particulièrement mises à contribution à bien des égards dans ce PLF. Un territoire est particulièrement touché par ce coup de rabot, Mayotte, seul département français dans lequel le déploiement de la fibre optique n'a aujourd'hui pas commencé, et cela a été évoqué par notre collègue Frédéric Espagnac tout à l'heure. La Commission a donc adopté à l'unanimité un amendement qui augmente les crédits du plan France Très Haut Débit à hauteur de 37,6 millions d'euros afin de remédier à cette regrettable situation. Je souhaiterais également évoquer le sujet de l'inclusion numérique. Pour remédier au phénomène d'électronisme dans les territoires, des conseillers numériques France Service ont été recrutés dans le cadre du plan France Relance. Malheureusement, ce dispositif, malgré les engagements pris par l'État à son lancement, connaît déjà des contrariétés budgétaires puisque les crédits alloués au déploiement des conseillers passent de 41 millions d'euros en 2024 à 27 millions d'euros en 2025. L'incompréhension face à cette baisse brutale des crédits est partagée par tous les acteurs du secteur. Le désengagement de l'État pourrait conduire des espaces France Service à abandonner, faute de financement suffisant, la mise à disposition des conseillers France Service, pourtant essentiels à nos concitoyens en situation d'électronisme qui sont confrontés à la dématérialisation croissante des services publics. Je regrette que le gouvernement n'ait pas pris la mesure du caractère primordial que revêt la pérennité de ce service.
Chers collègues, vous l'avez compris, que ce soit du côté du déploiement de la fibre optique ou de l'inclusion numérique, nous devons plus que jamais poursuivre nos efforts de lutte contre les fractures numériques. C'est la raison pour laquelle notre commission a néanmoins rendu un avis favorable qui, à l'instar de mon collègue Christian Redon-Sarrazy, vous l'aurez compris, n'est pas l'avis du groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission économie subissent une baisse drastique de près de 14% par rapport à 2024. Et au sein de cette mission, le programme industrie enregistre une diminution de 12%. Cela alors même que le gouvernement nous parle sans cesse de réindustrialisation comme une priorité nationale. Comment expliquer cette contradiction ? Ce programme est censé renforcer la compétitivité de notre industrie, accompagner les mutations économiques de nos entreprises et soutenir les territoires. Alors pourquoi précisément réduire les moyens alloués à ces objectifs stratégiques ? Je note également la suppression pure et simple de la ligne budgétaire consacrée à la gouvernance des pôles de compétitivité, pourtant dotés de 9 millions d'euros en 2024. À l'heure où la désindustrialisation s'accélère, où la concurrence mondiale s'intensifie et où les besoins en innovation territoriale s'intensifient, ce choix est purement incompréhensible. Dès lors, plusieurs questions s'imposent. Comment prétendre s'engager dans la réindustrialisation avec des budgets en baisse ? Comment prétendre soutenir nos industries alors que les plans sociaux se multiplient, touchant Michelin, Rougier dans notre département, Auchan, Valeo et tant d'autres ? Comment parler de reconquête industrielle, Madame la Ministre, quand la CGT alerte sur 200 000 emplois menacés et 250 plans sociaux en préparation ? Et que dire de notre souveraineté sanitaire déjà affaiblie, que ce gouvernement semble avoir abandonné malgré ses engagements ? Enfin, la décarbonation de nos industries est essentielle, mais l'effort reste insuffisant et centré sur les grandes industries électro-intensives. N'oublions pas nos TPE, PME qui sont le cœur battant de notre économie et de nos territoires. Eux aussi ont besoin du soutien face à la crise énergétique et à la compétition internationale. L'effort demandé est immense, mais les moyens alloués sont dérisoires. J'ai cherché, et j'avoue que je cherche encore, des motifs de satisfaction dans ce budget. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui dans cet hémicycle pour examiner les crédits de la mission économie pour 2025. Les crédits de cette mission sont en forte diminution de près de 14% en autorisations d'engagement, moins 583 millions, et de près de 10% en crédits de paiement, moins 405 millions d'euros. La baisse affecte tous les programmes à l'exception du programme 305, stratégie économique, mais au sein duquel l'action 04, économie sociale et solidaire, est amputée de 25% de ses crédits de paiement et de plus de 18% de ses autorisations d'engagement par rapport à 2024. C'est un budget d'austérité qui n'est pas à même de renforcer la compétitivité de notre industrie, un budget d'austérité qui diminue les montants du plan France Très Haut Débit alors que les besoins en couverture du territoire sont encore insuffisants et que le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire constitue un enjeu majeur qui devait être atteint en 2025. Un budget d'austérité qui, dans un contexte de tensions géopolitiques, réduit les aides à l'exportation en diminuant de 101 millions d'euros les crédits alloués à Business France. J'insisterai sur les points saillants et insuffisants de cette mission, dont la réduction de 25% des subventions à l'ESS, alors que ces acteurs jouent un rôle primordial dans la transition écologique et le soutien auprès des populations fragiles. L'économie sociale et solidaire préserve le lien social et la vitalité de nos territoires. Ainsi, en Ariège, elle représente 12% de l'emploi salarié et 4 200 emplois. Dans les zones rurales où le retrait des services publics et la désertification fragilisent l'économie locale, l'ESS reste le dernier rempart assurant la protection des plus vulnérables. Les crédits de l'ESS avaient déjà été rabotés par l'annulation de 1,7 million d'euros en autorisations d'engagement et de 3,2 millions d'euros en crédits de paiement en 2024 au titre des 5% de déficit public à atteindre. D'autres baisses de crédits provoquent l'inquiétude. Ainsi, au sein du programme 134, les montants de l'action 04 qui concerne le développement des postes, des télécommunications et du numérique sont en baisse de 3,4%. Ils financent notamment les actions en faveur du numérique et des télécoms et les missions de service public de la Poste.
Certes, le gouvernement a renoncé à retirer 50 millions de crédits consacrés au contrat de présence territoriale qui auraient pesé lourdement sur les communes rurales ou, pire, auraient entraîné des fermetures de points de contact. La stabilisation de la subvention au titre de l'aménagement et du développement du territoire ne permet cependant pas de remédier à la situation de sous-compensation chronique dont fait l'objet cette mission de service public. Autre inquiétude, au sein du programme 305 Stratégie économique, l'action 1 relative à la mission confiée à la Poste sur l'accessibilité bancaire des populations les plus fragiles. Les subventions concernant cette action baisseront fortement en 2025 et devraient continuer à baisser en 2026 et 2027. Au 31 décembre 2023, le nombre de clients de la Banque postale bénéficiaires de la mission d'accessibilité bancaire était de 1,3 million. Il y a donc un caractère fondamental à cette mission qui, grâce au maillage territorial postal, peut toucher tous les territoires. Les crédits de la mission économie pour 2025, dans sa version déposée par le gouvernement au Sénat, ne sont pas suffisants sur de nombreux secteurs.